certaines personnes sont sur Terre pour évoluer, d'autres sont là pour te montrer le résultat de ce qui arrive quand tu refuses. On regrette parce qu'on continue d'épousseter les barreaux de notre prison plutôt que d'en sortir. On regrette parce qu'on fait des choix qui ne sont pas fidèles à notre âme. C'est pour ça qu'on regrette. On regrette parce que le temps passe et on n'a pas bien utilisé ce temps-là. Je crois que le confort absolu est la mort absolue du rêve. Moi, j'ai rencontré des personnes qui croyaient fermement au destin et qui, pour justifier leur manque de courage, disaient de toute façon, c'est ma destinée. Si ça devait pas se passer, ça se passe pas. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, moi, je suis d'accord. Ça aurait pu être différent. Je suis d'accord que t'es pas d'accord. Salut à toutes et à tous, bonsoir. Vous êtes sur Arkema. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Monkey. Gratitude. Dans On dissèque le cœur. C'est un format que vous connaissez. On aura eu l'occasion de parler de ses valeurs, de ses vices, mais aussi d'amitié, d'amour, en bref, d'humanité. Allons-y. Monkey, Yes. bienvenue. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir. Tu as grandi et tu vis au Québec. Tu es une figure emblématique, engagée, respectée et respectable dans le mouvement hip-hop québécois. Tu es un rappeur, graffeur, poète, en bref, un artiste. Ouais, Tu vis de ton art de manière indépendante depuis tes 17 ans, c'est vrai. si on se trompe pas. C'est vrai. Tu as depuis très jeune dû faire des choix et prendre des risques. Sortir des sentiers battus t'a permis d'être rapidement un libre penseur, un explorateur des chemins de vie de manière originale. Cela t'a fait devenir qui tu es, le capitaine de ton voyage. On comprend mieux pourquoi tu aimes dire que ton parcours est devenu la manifestation de tes rêves d'enfant. 100%. C'est 100% juste. Ok. Merci pour cette précision très adéquate. Merci beaucoup. Super. Ton approche est humaine et humaniste. Ton message est dans le partage de la paix. Ton engagement s'exprime sur plusieurs terrains. Bien sûr, par tes textes, mais aussi par tes graphes et tes fresques que tu utilises comme canal pour porter ta pensée à travers les frontières en nous poussant toujours à réfléchir. 100%. Ton art dépasse la culture hip-hop. C'est un engagement social que tu concrétises par divers projets. Tu as d'ailleurs fondé des écoles en Ouganda, en Afrique de l'Est, au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie. Et si on ne se trompe pas, tu as le projet aussi, ou peut-être que ça a déjà été concrétisé, d'en faire une à Montréal, dans ta ville. Je pourrais revenir sur toutes ces choses bien sûr, plus tard. sûr. Je te laisse faire mes éloges et je reviendrai par la suite de mettre des détails sur tout ça. L'éducation, c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on puisse faire à son prochain. Donc bravo pour l'initiative. Merci. Aujourd'hui, nous aurons comme fil rouge ton dernier album, Nice. ton dernier projet, qui se nomme Sculpteur d'étoiles, que tu as sorti en novembre dernier. C'est un projet que tu as produit avec Malcolm Blemire, alias Mike Shab. On a écouté attentivement. On est ressorti avec des pensées, des questions, des réflexions. En fait, t'écouter, c'est comme se retrouver devant de nouvelles portes de réflexion que t'as envie de découvrir. C'est presque de la musique philosophique. Donc, 100%. Ça l'est. c'est le but. C'est le but. C'est l'effet que tu as su créer en nous. Donc, merci pour ça. Mission et je accomplie. pense que tu as su aussi le créer à tous tes auditeurs. Tant mieux. On a de la chance aujourd'hui d'être devant toi et de pouvoir te poser toutes ces questions que tu as inspirées en nous. Merci. C'est moi qui est très heureux. L'honneur est partagé définitivement. Super. On invite bien sûr tout le monde à aller découvrir Sculpteur d'étoiles et les projets précédents. Oui. Le cœur ouvert et les oreilles bien ouvertes. 100%. Troisième œil écarquillé. Toujours. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur toi et ta musique ? Je pense qu'on a fait une belle énumération de mes accomplissements, de mes rêves au niveau professionnel et artistique. Mais je pense que ce qui complète l'image, c'est que tout ça provient de mon empathie radicale et de mon désir d'être connecté à l'autre, de combattre l'individualisme, d'être dans une harmonie plus grande à ce que on est préparé en tant que Nord-Américains, en tant qu'Occidentaux, en tant que contemporains de ce monde moderne.
Le médium est seulement un moyen, mais l'objectif est définitivement la coexistence harmonieuse avec l'autre. Je veux dire, au niveau des écoles dont tu parlais plus tôt, je me permets de tutoyer au Québec. Bien sûr. On est très fort sur tutoyer les gens. Au niveau des écoles, c'est pas des écoles physiques, c'est des écoles spirituelles, c'est des écoles qui sont nomades et qui se déplacent. Partout où je vais, ces écoles-là vont. D'un côté, ça s'appelle l'alchimiographie, qui est le processus alchimique à travers l'art visuel. Et de l'autre côté, c'est l'alchimiophonie, qui est le processus alchimique à travers l'utilisation des mots et des sons. Okay. Et ça, je le fais toujours de manière pédagogique, la plupart du temps de manière plus organique. Il n'y a pas de membership, il n'y a pas de registration. C'est vraiment tous les gens de manière plurigénérationnelle que je croise. Je suis un livre ouvert et ceux qui désirent recevoir une forme de mentorat, ce mentorat leur est offert et donné dans mon investissement intellectuel, spirituel, artistique, dans mes techniques, mais aussi parfois économiquement en finançant certains festivals, certaines galeries, certains projets qui me tiennent à cœur. Okay. Donc, incroyable. Donc, voilà. Bravo. Déjà, c'est super original. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'école. Tant mieux. Mais du coup, tu te rends là-bas ou même pas? Oui, en fait, moi, j'ai une philosophie de vie qui est quand même très claire pour éviter justement de tomber dans le panneau de l'appropriation culturelle, du privilège blanc, de la néocolonisation. Je ne fais pas d'argent en dehors de l'Occident. Donc, je fais tout mon gagne-pain a lieu en Europe et en Amérique. Et ensuite, tout ce que je fais à l'extérieur de ces deux continents-là est donné gratuitement et est autofinancé. Donc, je reçois pas de subvention et c'est vraiment moi qui remets mon argent là où mon esprit considère que c'est l'objectif à atteindre. Ma mission de vie est de rebalancer mon karma qui est sali par l'opulence non méritée que l'on reçoit en Occident. Et donc, c'est ma responsabilité d'aller nettoyer mon karma en apportant mes surplus là où les surplus ont été pris de manière globale. Tu rééquilibres le passé par tes actes. Exactement. Et ça, il y a un truc très clair qui m'a été dit quand je suis arrivé en Afrique et que j'ai compris, c'est que je vais pas sauver l'Afrique. C'est l'Afrique qui me sauve. L'Afrique, en m'acceptant dans leur communauté, en acceptant que je donne ce que j'ai à offrir et que je reçoive ce que j'ai à recevoir, l'Afrique me sauve. Je suis un étudiant de l'Afrique et non un sauveur de l'Afrique. Et je suis très fier d'accumuler des relations honnêtes avec des grands penseurs et des grands artistes de ce continent fabuleux. Incroyable. Vraiment beau discours. Et nous, on a le cœur encore chaud parce qu'on vient de revenir de Côte d'Ivoire. Et on a tellement apprécié être là-bas et ça nous manque déjà parce que justement, ils ont une énergie et juste un joie de vivre ensemble, je trouve. Et enfin, ils sont très, très humains. Bien sûr. Et finalement, on a beaucoup à apprendre, je trouve, de leur manière de voir le monde. Bien sûr, de leur gratitude, de leur empathie, de leur... C'est beaucoup plus humain, en fait. Du bien commun, de comment ils gèrent, de comment leur philosophie, de comment gérer la propriété, le partage, l'inclusion, les relations plurigénérationnelles. Mon université n'est pas faite de murs et de toits. Mon université est faite d'êtres humains qui veulent bien être des livres ouverts pour que je grandisse à leur côté. Donc, gros shout-out. Merci. C'est parti. T'as connecté avec Genève. Oui. Tu es là. Oui. Ça fait plusieurs fois que tu viens ici. 4e fois. Voilà. Tu as donc apprécié notre ville. De plus en plus. Quel est le lien que tu as avec notre ville? Je crois qu'il y a une réalité néo-empirique, néo-colonisatrice, qui veut que, par exemple dans le français, l'ensemble de la francophonie a les yeux rivés sur la France, sur Paris. Et donc, même si j'entretiens une relation saine avec Paris et les artistes français, il est important de créer des ponts francophones sans passer par Paris. Et habituellement, je vais là où on m'aime. Ils disent « Nul n'est prophète en son pays ». Plus que Genève me démontre de l'amour, comme ces entrevues, comme, tu vois, là, j'ai fait 18 chansons en 18 jours, toutes des collaborations avec des artistes de la Suisse. Et donc,
plus que je reçois cet amour, plus que je me sens endetté de redonner cet amour en retour. De nouveau, ce truc d'équilibre, de karma, etc. Exactement, de rebalancer ce qui m'est offert. Et donc, on est dans cette idée-là. Aurélie G, qui est une rappeuse suisse, est venue vivre à Montréal. Et j'ai été 3 années champion End of the Week Canada, qui est une compétition internationale qui a un chapitre en Suisse. Je savais que je venais en Suisse et donc j'ai demandé de recevoir des contacts. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Rox, Jonas, certains piliers de la communauté urbaine de Genève. Et donc, Genève est rendue une de mes plateformes favorites pour venir continuer à faire rebondir mes idées et mes publications. Et comme elles rebondissent tellement bien, ça devient un peu une tradition de continuer à nourrir cette partie de ma tribu. Exact. Incroyable. On est ravis en tout cas que tu maintiennes et que tu veuilles maintenir ce pont. Bien sûr, jusqu'au dernier souffle. Et justement, tous les gens de Genève et de la Suisse sont bienvenus à venir à Montréal. Le pont n'est pas un pont à sens unique, mais clairement un dialogue pour qu'on puisse justement promouvoir et laisser place à toutes les œuvres bienveillantes qui méritent d'être entendues et vues. Exact. Je ne pourrais être aussi agile avec mes mots, mais je valide fort ce Allons-y, validons. Dans Fille d'un chien, tu dis oui. Je ris de leurs normes, à étudier les galaxies, on a appris leur forme. Tu sembles dire que c'est la différence qui crée l'équilibre. Est-ce que tu penses qu'il existe quand même des normes universelles? Je crois qu'il existe des lois universelles et c'est les seules à laquelle j'obéis. Je sens le devoir de désobéir aux normes immorales. Donc, si une norme, c'est un feu rouge pour pas qu'on ait d'accident et qu'on se respecte les uns les autres, je vais respecter cette norme-là. Mais même chose avec les lois. Mais s'il y a une loi qui me dit il y a une hiérarchie entre les êtres humains, il faut tuer des gens que la science ont prétendu qui étaient inférieurs, c'est une norme que je me dois de combattre et de désobéir. Je dis dans une chanson, parfois la désobéissance civile devient de l'obéissance divine. Parfois c'est une obligation de désobéir. Et je crois qu'en tant qu'artiste, la norme est un danger très clair. Évidemment, je dois avoir une qualité sonore qui est dans les normes de l'industrie. Mon son doit bien sonner dans la technique. Cependant, je ne dois sonner comme personne d'autre. Voilà. Et donc, c'est de faire la part des choses. Toute notre vie, on nous apprend en tant qu'artiste qu'on doit d'être anormal. On se doit d'être différent de l'autre. De comment je m'habille, de comment je vais répondre aux questions, de comment je vais embarqué sur une production musicale, je me dois d'avoir une identité claire et différente des autres, tout en étant fidèle à mon fort intérieur. Donc oui, en évitant de se plier aux normes, la galaxie qui m'habite peut prendre l'ensemble du volume dédié à son existence pour briller de toutes ses forces dans la forme unique que Dieu a bien voulu me sculpter. Soit toi, les autres sont déjà pris, quoi. Exactement. Ok, mais du coup, est-ce que pour toi, ce serait quoi, si tu dois citer une loi universelle? La loi de l'attraction, la loi de la gravité. Plus vite que tu montes, plus vite tu vas redescendre. La loi de l'attraction, c'est simple. Si tu fais du bien, le bien va te revenir. Le dharma, le karma, ça, c'est des lois que je respecte. La loi de ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est des lois que je respecte à 100%. Donc ça, c'est les lois que j'applique. Je me permettrai pas de mettre des gens en danger par mes actions. Et donc, c'est là où la ligne de ta liberté rencontre la liberté de l'autre et la sécurité de l'autre. Et donc, je crois que c'est une ligne qui est très floue, mais qui se doit d'être observée et comprise. Et donc, on se doit de continuer à faire de l'introspection et du sens critique pour comprendre qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais, pour moi, c'est très immoral de supporter et de promouvoir une loi qui est toxique ou qui continue à créer du classisme ou du racisme et ainsi de suite, tu vois, ou de la misogynie ou peu importe. Mais en même temps, un des titres d'albums qui me plaît le plus, c'est l'album de Lauryn Hill qui s'appelle Miss Education.
Et ça, pour moi, c'était encore là une image utilisée par la poésie qui nous disait qu'on a tous été méséduqués, on a tous reçu une programmation et souvent, ces lois-là et cette toxicité-là nous habitent. Et donc, c'est notre travail à nous de se nettoyer de cette toxicité-là, de faire le travail nécessaire, de prendre les claques nécessaires, de prendre les punitions de la réalité, que la réalité nous offre pour comprendre où est la partie de faute en nous pour pouvoir la disséquer et l'enlever. Ouais. Tu vois, comme on fait présentement. Shout out. Oui, le libre arbitre. Ouais, exactement. Justement, juste se en fait, juste conscientiser à quoi on obéit et pourquoi on obéit à ces choses-là. 100%. Et savoir si nos valeurs, elles sont alignées à ces lois, en fait. Et 100%. si c'est pas le cas, les combattre ou en tout cas les questionner et voir... 100% à sa manière, à son échelle. Une vertu qui est incroyable, c'est la patience et le respect de l'autre, mais une vertu qui est incroyable, c'est le courage. Beaucoup de gens, une fois qu'ils touchent le confort, n'ont plus le courage parce que ça les atteint pas personnellement. Donc, même si je respecte ça, on s'en fout. Ouais, on s'en fout pour toi, mais si c'était une personne mélaninée dans cette situation-là, il aurait pas le même privilège. Donc, au final, tu acceptes une loi qui t'avantage. Donc, tu fais partie de la problématique. Et donc, c'est pas seulement que de regarder ce qui nous affecte nous, mais c'est de regarder dans l'ensemble des choses quelle est la cause et l'effet des injustices que l'on vit aujourd'hui et comment on peut, à la racine, changer les choses à notre échelle sans après tomber dans des dépressions de fardeaux existentiels. Mais c'est important de, une décision à la fois, faire le peu de travail qu'on peut pour demeurer des êtres courageux dans nos prises de décision. Je suis d'accord. En vrai, dans l'inaction, on prend parti. 100%. Donc, je 100%. te rejoins. La seule loi que tu suis, c'est ton bon sens. Voilà, exactement. Après, les gens utilisent certaines religions ou certaines lignes de pensée pour créer leur compréhension de ce qu'est le bon sens. Et ça aussi, c'est magnifique aussi. C'est notre manière en tant qu'être humain d'utiliser du savoir et de la sagesse ancestrale qui a fait ses preuves et de la remettre en pratique dans nos traditions. Mais même ces traditions-là se doivent aussi d'être questionnées. Pourquoi on fait certaines choses? Quel est le résultat de pratiquer certaines traditions? Ce sont des choses aussi à re-questionner. Ouais, c'est vrai qu'il y a des croyances qui peuvent enfermer aussi. Bien sûr. Qui ne sont pas requestionnées. Ou parfois des interprétations d'une croyance. Ouais. Tu vois, que tu vas appliquer une idée de la Bible qui fait que pour une raison, te faire croire que tous les personnages de la Bible étaient blancs. Et toi, dans ta tête, tu continues de croire que le premier être humain, Adam et Ève, ils étaient blancs. Mais en fait, c'est un gros mensonge. On le sait très bien maintenant que la planète était peuplée par des gens hautement mélaninés et que certaines transformations ont créé les diversités humaines que l'on existe. Et donc, même si tu crois en certaines traditions, tu te dois de déprogrammer la miseducation. Conscientiser pour déprogrammer. Ouais. Fort. En écoutant ton projet, on ressent que tu te sens différent et que tu prônes la différence. Je me sais différent. Alors, tu te sais différent. Comment expliquerais-tu cette différence? Je pense qu'elle est un peu inexplicable. Je veux dire, c'est la beauté de la création. Il n'y a pas une empreinte digitale qui est la même. Il n'y a pas un iris qui est le même. Et donc, je n'ai pas la compréhension de pourquoi je suis différent, mais je sais que je le suis. Et je sais que j'ai l'obligation de le demeurer. Je ne devrais pas me formater. Pour moi, c'est un blasphème de me formater. Parce que Dieu m'a créé de manière unique et je dois respecter l'unicité de mes pensées, l'unicité de mon apparence, l'unicité de mes choix et de mes décisions. Mais je peux pas t'expliquer comment je suis ou pourquoi je le suis. Ça, c'est plus le travail de Dieu. OK. Et comment expliquerais-tu que tout le monde est unique, donc tout le monde est différent, mais pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent à revendiquer et se savoir différents et aiment être différents et d'autres moins? Certaines pensées le diraient par le nombre de réincarnations qu'on a eues sur Terre. Certaines diraient il y a des vieilles âmes, il y a des âmes plus jeunes. Il y a même quelqu'un récemment qui disait certaines personnes sont sur Terre pour évoluer, d'autres sont là pour te montrer le résultat de ce qui arrive quand tu refuses. Et donc, je trouve ça intéressant. Mais je crois, majoritairement, c'est la peur. Il y a une peur très grande. L'arbre le plus grand d'une forêt
est l'arbre qui va être frappé par le vent et les tempêtes le plus fortement. Tous les arbres qui choisissent d'être à la même hauteur que tout le monde sont protégés par le collectif. L'arbre qui sort, ben c'est lui qui va se faire frapper par le vent, qui va se faire malmener. Et donc les gens préfèrent ne pas sortir du lot. Celui qui a la plus belle vue aussi. Exactement. Et c'est celui qui peut danser dans le rythme universel des tempêtes. Il y a personne qui veut être le mouton noir. Et on est tous des moutons noirs à la base, mais on n'arrive plus à reconnaître les moutons noirs parce que ceux qui ne veulent pas être moutons noirs se rasent. Et donc, même tondu. Même tondu. Voilà, ça c'est dans une de mes chansons. Même tondu, le mouton noir est reconnaissable. Et donc, même quand tu essaies d'être comme les autres, on peut reconnaître que c'est faux, que ça sonne pas vrai. C'est pas toi, ça. Toi, c'est quelque chose d'autre. Et tant que tu l'auras pas trouvé, tant que tu l'auras pas accepté, ben, tu vas sonner faux. Okay. Et donc, pour moi, c'est beaucoup en relation au courage que l'on parlait plus tôt. Et une forme d'humilité à être excentrique. Les gens voient beaucoup, les excentriques, c'est des prétentieux. Non. C'est parce qu'en fait, c'est eux qui sont le plus attaqués, c'est eux qui sont le plus pointés du doigt. Donc, de choisir d'être excentrique, même si tu vas être jugé, il y a une humilité très grande à se dire, malgré la tempête qui s'en vient, moi, c'est ça que mon esprit me demande d'être et je vais accepter de l'être à 100%. Après, je pense que c'est pas tout le monde qui a le courage d'accepter l'entièreté de qui ils sont. Ouais. Et on est sur Terre pour faire le processus, pour se regarder en pleine face. Et souvent, grâce à nos amitiés, on arrive à avoir d'autres facettes de qui l'on est et on arrive à se comprendre et à se connaître par les relations que l'on crée aussi. Le courage, je suis trop d'accord, mais je pense que la phase d'avant, c'est juste de conscientiser qui tu es et de savoir pourquoi tu es là, en fait. Parce que si tu sais pas pourquoi tu es là, je pense que tu n'auras jamais le courage de devenir quelque chose que tu ne sais même pas ce que tu dois devenir. En fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais je crois qu'il y a l'idée de, pour être unique, on n'a pas besoin de le devenir. On l'est déjà. Et donc, il y a, pour moi, après le sculpter et le rendre visible à l'autre, ça, oui, un processus. Mais l'acceptation, c'est juste une acceptation. Il n'y a pas de processus pour devenir unique. Tu as déjà été créé unique. Donc, c'est pas genre, qu'est-ce que je vais faire pour devenir unique? Juste accepte ton unicité. Malgré le poids de l'appartenance, tu n'es pas moindre si tu es différent du groupe auquel tu appartiens sur certains sujets, tu vois. Et donc, je pense que c'est beaucoup d'acceptation et s'accepter différent inclut de la peur. Tu as peur d'être jugé, tu as peur de ne pas être aimé. On veut tous être aimés et inclus. Et l'inclusion, c'est ce qui nous sauvait. Quand on était des hommes des cavernes, ne pas être inclus dans un groupe faisait que tu te faisais manger par l'ours et le lion, tu vois. Et donc, cette idée-là d'être inclus à tout prix nous a fait parfois amputer notre réelle nature unique. Si ta musique était un tableau, à quoi il ressemblerait? Ce serait sûrement du surréalisme. Ce serait sûrement un tableau peut-être de Salvador Dali. Ce serait un tableau qui accepte de marier le tangible et l'intangible dans la même image. Ce serait un tableau dans lequel il y aurait des portes et des oracles qui nous permettent de voir qu'à l'intérieur de quelque chose, il y a une autre porte pour aller encore plus loin à l'intérieur de cette chose. Et donc, ce serait définitivement une peinture colorée dans laquelle la folie serait bienvenue et dans laquelle l'esprit serait représenté à aussi haute valeur que la matière. Ouais. Et je trouve cette image, en tout cas, moi, ça fait beaucoup écho à moi et comment je vois la vie. Ce truc de porte où tu sais que tu ouvres une porte, mais tu vas en avoir 1, 2, 3, 4. Et plus on grandit avec Carmen, plus on sait qu'on ne sait rien. Et plus on sait que grandir, des fois, ça fait mal, mais on est là pour ça. Bien sûr. Puis je trouve qu'étant poète et étant étymologue, il y a un truc incroyable dans l'idée de « je crois ». Croître et croire, lorsqu'on les conjugue, souvent ont des parallèles et s'écrivent de la même manière. Tout comme être et suivre. Si je dis « je suis », est-ce que je dis que je suis en train de suivre quelque chose ou que je suis dans le verbe « être », tu vois? Et donc, la croissance et la croyance marchent main dans la main. Ce que l'on suit et ce que l'on devient et vice-versa. Donc, oui, croire et croître sont des choses très, très, très importantes qui sont le noyau même de comment je vis ma vie. Très beau. En tout cas, je trouve que c'est dit de manière très originale, mais très, très claire et très imagée. Tant mieux.
Et ça se voit que tu fais de l'art visuel. On dit souvent une image vaut 1000 mots. Mhm. Et ça, c'est clair, c'est accepté. Mais T'es d'accord avec ça? Bien sûr, une image vaut 1000 mots. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs interprétations. C'est vrai. Ben, une image vaut 1000 mots. L'image va pouvoir... Une seule image va avoir l'impact d'un essai philosophique complet. Cependant, la poésie crée des images en utilisant seulement quelques mots. Ouais. Donc, avec 8 mots, je peux créer une image. Et en sachant qu'une image vaut 1000 mots, parfois 8 mots bien utilisés vont en valoir 1000. Exact. Et donc, c'est devenu ma mission et ma technique la plus grande dans mon rap, dans ma poésie, dans les entrevues comme celle-ci, de choisir adéquatement quels mots peindront une image qui pourra véhiculer un grand niveau de conscience sans devoir m'étaler sur 1000 mots. Et donc, l'étymologie, la compréhension du vocabulaire devient très importante pour jouer ce rôle chirurgical de décrire ma conscience à l'autre. Ça se voit que ton but est de bien véhiculer ton message parce qu'il est très clair. C'est toi qui fais toutes tes covers? C'est moi qui ai fait toutes mes covers. J'ai une 30aine d'albums maintenant et je n'ai jamais mis mon visage sur aucun cover d'album. Et donc, pour moi, mon art ne voulait pas ramener à une popularité personnelle, mais à la promotion d'un message important. Ok. Bah, merci pour cette mission. On en a besoin. C'est vrai. Dans Fidèle à mes rêves, Yep. tu dis « L'humain est lamentable s'il garde son âme en cage ». On en a parlé un peu avant, Ouais. mais pour sortir d'une cage, faut déjà avoir conscientisé que t'es dans une cage. Ouais. Comment est-ce que, selon toi, cette cage se construit? Elle se construit en amputant certaines parties de nous-mêmes, en acceptant des mensonges comme des réalités, en repassant certains mensonges à nos enfants. Moi, j'ai un ami à moi qui est guyanais, mélaniné comme un Africain, là, et qui se fait dire par sa mère « Arrête de te prendre pour un Africain, t'es français. » Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben ça, c'est la cage. L'éducation. Ben oui, l'éducation parentale, l'éducation globale, l'éducation médiatique. Et la réalité, c'est que dans l'idée de diviser pour mieux régner, certaines personnes ont reçu des cages plus confortables que d'autres. Il y a des gens qui, avec leur syndrome de Stockholm, défendent la cage. Ceux qui ont une cage VIP avec spa, bain tourbillon et alcool illimité, je peux te garantir qu'ils n'ont pas envie de sortir de leur cage. Je crois que c'est engineered, je crois que c'est créé, je crois que cette cage-là, elle est depuis des générations planifiée et préparée, sans tomber dans la conspiration, mais les grandes corporations ont des agendas sur 30 ans, sur 40 ans, et donc nos vies et nos modes de vie sont le résultat de ces planifications à long terme-là. Et donc, on se doit de reconnaître qu'une planification qui nous fait de l'ombre. Et on se doit de rechercher le soleil et de rechercher une connexion plus directe avec la source de lumière. Ouais. Et du coup, reconnaître les barreaux et comment ils ont été posés et pourquoi ils ont été posés et peu à peu en enlever. Tu sais, il y avait une vidéo qui circulait récemment d'un ours qui a passé sa vie dans un zoo et il a été libéré. Et dans la nature, il continuait à tourner en rond dans la nature. Parce que toute sa vie, il avait une petite cage et donc même dans la nature, il tournait en rond. Ouais. Comme un éléphant que tu l'attaches à un poteau toute sa vie. Si tu lui gardes sa corde, tu n'as plus besoin de l'attacher à un poteau pour qu'il croie qu'il est attaché. Et donc, parfois, les barreaux n'existent même pas. Parfois, les barreaux, c'est des limites que l'on s'impose nous-mêmes, que l'on croit qu'on va tomber si on va au-delà de ça, mais qu'au final, on ne tombe pas. En anglais, il y a un truc qui s'appelle le leap of faith. Et ce leap of faith-là est très important parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de ce que l'on connaît. Ouais. Mais la capacité de nager dans l'inconnu et la capacité de détruire la cage qu'on s'est créée pour nous-mêmes. C'est de comfort zone, mais c'est aussi quelque chose qui... Enfin, en fait, tu t'es créé, donc toute ton identité, elle dépend de cette cage. Et si tout d'un coup, tu dois re-questionner tous ces barreaux et te dire, mais en fait, peut-être que vivre mieux, c'est vivre différemment, bah, y a tout qui peut s'effondrer aussi. Et des fois, je pense que ça fait peur de confronter tes croyances sur quoi tu as basé toute ta vie. Mais moi, je pense que c'est ça, grandir, c'est ça la liberté, mais je pense que c'est ça qui fait peur aussi à certaines personnes. On vit dans des environnements qui sont toxiques. Donc oui, quitter ces cages-là risque de faire en sorte que la cage crumble on itself, qu'elle s'effondre sur elle-même. Mais en même temps, c'est pas un endroit qui est vivable. Oui, donc, mais des gens, des fois, ils pensent que c'est
c'est peut-être ça, en fait. Je sais pas comment dire. Ben oui, mais là, ça appartient à la peur et à tout ça. Ouais. Mais ça, c'est un exemple simple, de garder notre enfant intérieur en vie. Moi, où j'en suis présentement, c'est que j'ai jamais accepté que mon enfant intérieur meure. Et donc, je me devais de créer un mode de vie qui allait laisser place omniprésente à l'enfant en moi. Très tôt, il y a des gens qui se font dire « Ah, arrête de danser. Ah, tu vas pas faire du rap, là, t'es rendu à 30 ans, là. Trouve-toi une vraie job, là. Fais pas ci, fais pas ça. » Et petit à petit, eux-mêmes s'amputent de certaines idées. Et moi, je connais plein d'amis qui arrivent à 40, 50 ans, qui se disent « Hey, j'ai envie de recommencer à faire de la plongée sous-marine. Toute ma vie, j'ai rêvé à ça. » Oui, après, c'est vrai que peut-être que là, il faut que tu vendes ta voiture parce que là, tu veux recommencer à voyager puis à faire de la plongée sous-marine. Donc, il y a une partie de ton confort qui s'effondre. Mais à quel point préfères-tu ta voiture, être déprimé dans ta voiture ou être en épiphanie sous l'eau en train de regarder les poissons que tu cherches à connaître depuis que t'es enfant? Oui, détruisons cette partie-là en nous qui fait partie du mensonge et qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Moi, je suis aussi, je prône... Sur une de mes chansons, je dis, je sais pas, peut-être que tu vas en parler plus tard, mais je dis « The Comfort Zone ». Oui. Tu vas en parler plus tard? Non, mais Okay. En fait, on en a discuté, je pense, 1 heure aujourd'hui. The comfort zone is the place where dreams go to die. Ouais. La zone de confort, c'est l'endroit où les rêves vont pour mourir. On est très, très d'accord avec ça, mais vraiment, nous, on vit la vie pour prendre des risques et pour grandir toujours, etc. Mais on respecte aussi les personnes qui, en fait, aiment les vies peut-être plus simples et plus normales et plus... moins, tu vois. Mais en même temps, si tout le monde était comme Monkey, ben personne ne serait comme eux. Je pense que mais je pense qu'il y a juste un trop grand débalancement et trop peu de possibilités de choisir. Ouais. 99,9% de nous sont dirigés vers la zone de confort. Certaines personnes ont envie d'être parents, d'avoir une vie simple, de bien éduquer leurs enfants. Et ça, c'est leur destinée à eux. Et ils ont le droit aussi. Pas tout le monde doit devenir un voyageur. Il y a des gens qui sont sédentaires, il y a des gens qui sont nomades. Mais il y a plein de nomades qui prétendent être sédentaires. Et il y a plein de sédentaires qui prétendent être nomades. Et donc, faut juste faire des choix par rapport à notre réelle nature plutôt qu'à une attente sociale qui est placée au-dessus de nous. Et même dans la zone de confort, tu as la capacité de te mettre inconfortable. Même la personne qui a une vie hyper confortable, au lieu de choisir d'écouter un vieux film de Adam Sandler, une comédie romantique de merde, qui choisit de mettre un documentaire sur le coltan au Congo, ben, il va se mettre inconfortable. Pendant 2 heures de documentaire, dans sa petite bulle confortable, il a quand même choisi de se mettre inconfortable. Et donc, même dans son confort physique, tu as la capacité de te mettre inconfortable intellectuellement pour permettre une croissance de conscience. De se mettre inconfortable, ce n'est pas toujours l'idée spectaculaire d'aller faire de l'ayahuasca sur le top d'une montagne. C'est pas toujours ça, tu vois. Mais pour certaines personnes, c'est exactement ça. Pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres, c'est lire un livre de Albert Camus qui va changer leur perspective du monde. Et donc, même dans la zone de confort, tu peux trouver des rêves. Exactement. Aussi. Oui. Mais tu vas les trouver dans la partie inconfortable de ta zone de confort. C'est toujours dans une zone un peu grise de prise de risque. Je crois que le confort absolu est la mort absolue du rêve. OK. Les rêves. Il y a une partie de suicide du rêve parce que ce même confort absolu-là n'est pas permis à tous. Donc, si toi, tu as ton confort absolu et t'acceptes que d'autres personnes soient complètement inconfortables, c'est pas un vrai confort. Parce que le vrai confort, c'est de comprendre notre interdépendance à l'autre et d'aider l'autre à grandir. Si un de nous est affamé, faut comprendre qu'on est tous affamés. Et qu'avant qu'on ait un confort collectif, on va devoir tous être inconfortables pour atteindre ce confort collectif-là. Donc, réduire notre salaire, partager quelque chose, embarquer quelqu'un qui fait du pouce sur la rue, peu importe, ça peut être inconfortable. Et là, je vous dis pas de prendre des risques qui sont stupides. C'est important d'être prudent. Mais c'est important aussi de trouver des manières de se garder inconfortable dans certaines parties de notre vie. Je suis tout à fait d'accord, Même c'est comme ça qu'on ne s'endort pas dans notre propre routine. Je crois. C'est important. Rien à voir. OK. Qu'est-ce que t'ont appris tes ex?
Ils m'ont beaucoup appris sur moi. En fait, on ne peut pas voir le derrière de notre tête seul. On a besoin d'un miroir pour voir le derrière de notre tête. Et les gens avec qui on choisit d'avoir une proximité vont être ce miroir-là qui vont nous montrer une partie de nous-mêmes. On ne connaît pas quelqu'un tant qu'on n'a pas eu une chicane avec cette personne-là, tant qu'on n'a pas eu un conflit. Et donc, mes ex m'ont énormément appris où se cachaient mes imperfections, où se cachaient mes shortcomings. En français, ce serait mes... Défauts? Mes courts-circuits. Ouais, mes défauts, mes contradictions. Mes ex m'ont beaucoup appris aussi mes forces, mes points forts. Donc oui, je pourrais aller plus en détail dans ces choses-là, mais je dirais la base de tout ça, c'est mes ex m'ont appris à me connaître. M'ont appris à me connaître sous une perspective qui n'avait jamais été révélée avant qu'elles apparaissent dans ma vie. Ok. Et toi, t'es du coup d'avis que, comme tu as décrit, j'ai l'impression, que l'amour et la haine cohabitent? Non, l'amour et la douleur. Ok. Je crois pas que l'amour et la haine cohabitent, mais je crois qu'il y a une douleur évidente avec la vulnérabilité. Okay. Donc, je crois que c'est pour ça que beaucoup de personnes choisissent d'être confortables. C'est qu'être confortable te met moins à risque de souffrir. Lorsque tu as une empathie qui est grande, tu vas recevoir des souffrances qui ne sont même pas les tiennes. Tu vas voir un sans-abri dans la rue, ouch! Tu vas voir une mère monoparentale que personne partage sa chaise dans le métro, tu vas être comme « ouch, les gens sont cons ». Tu vas voir les nouvelles, « ouch, tu vas souffrir ». Et donc, toutes ces souffrances-là, les gens choisissent de fermer leurs œillères pour limiter la quantité de souffrance qu'ils vont vivre. En relation, tu peux pas construire une relation si t'es fermé. Tu n'as pas le choix de t'ouvrir. Et la relation, plus que tu apprends à te connaître, plus que tu t'ouvres à l'autre et plus que tu crées une forme d'unité recréée par vos deux univers. Et donc, tu apprends à prendre la douleur et la beauté de l'autre en un. Et donc, je crois que indéniablement, l'amour est relié à une forme de souffrance parce que ça va révéler tes parties noires, ça va révéler tes parties sombres, tes parties inconnues, tes peurs, tes insécurités. Ils vont tous ressortir quand ils vont être stimulés par ce feeling-là qui est l'amour de l'autre. Donc, je crois pas que la haine est reliée à l'amour, mais je crois que la haine, c'est, du moins la jalousie, c'est un amour mal géré, c'est un amour égocentrique mal géré, mais... Mais tu penses pas qu'on peut pas haïr quelque chose qu'on n'aime pas? J'ai jamais réfléchi à ça. Est-ce qu'on peut haïr quelque chose qu'on n'aime pas? Je le sais pas. Moi, je crois que la réalité que l'on vit est une réflexion de ce qui est à l'intérieur de nous, et la plupart du temps, lorsqu'on haït quelque chose, c'est que cette partie-là fait réflexion, reflète une partie de nous-mêmes que l'on n'aime pas. Si je n'aime pas l'égocentrisme de « Ah, cette personne-là, je l'haïs, elle se pense trop fresh ». Mais au fond, ça reflète peut-être quelque chose ça reflète le fait que moi, je voudrais être fresh, puis que je sais pas comment l'exprimer, mais qu'elle, elle semble bien. Donc, je crois que la réalité nous sert de GPS, de miroir, le miroir sur ce qui habite en nous. Donc, même les choses que l'on déteste sont souvent juste une réflexion de ce qui est encore impur en nous. Donc, mais donc c'est lié à l'amour. Exactement. Exactement. On y est arrivé. Dans Fidèle à mes rêves, tu dis « Le regret est dans le langage que le cadre en parle, un château de sable dans un sablier, une biographie sur papier. » Ce matin et les jours d'avant, tu nous as beaucoup fait réfléchir sur le lien entre les regrets et le temps. Ouais. Et on s'est rendu compte que la naissance d'un regret se trouve entre le passé et le futur, et la solution se trouverait, quant à elle, dans le présent, dans l'instant présent. Preach. Pourquoi est-ce qu'on regrette, selon toi? On regrette parce qu'on ne fait pas les choix qui sont fidèles à notre nature. On regrette parce qu'on continue d'épousseter les barreaux de notre prison plutôt que d'en sortir. On regrette parce qu'on fait des choix qui ne sont pas fidèles à notre âme. C'est pour ça qu'on regrette. On regrette parce que le temps passe et on n'a pas bien utilisé ce temps-là. Puis je trouve que l'image, elle est belle. Un château de sable dans un sablier. Le château de sable lui-même est éphémère et le sablier est lui aussi éphémère. Donc c'est doublement éphémère de faire des choix qui ne sont pas enracinés dans des valeurs à long terme.
Mais tu penses... Moi, j'ai pas de regrets. Je vis ma best life. Je vis la vie que Ça je se rêvais sent. de vivre. Pardon? Ça se sent. Voilà, donc je crois que quand les gens me disent « T'as quel âge? » Je suis heureux de dire « J'ai 42 ans. » J'ai aucun... Hey, mais faut pas demander l'âge à quelqu'un. C'est pas... Non! Chacune de mes années est une bénédiction. Et ça aussi, c'est un truc que les Africains vivent complètement différemment. Oh. Pour eux, comme ils comprennent l'éphémérité de nos vies, quand ils sont rendus à célébrer 60 ans, 61 ans, ils sont fiers de dire qu'ils ont 61 ans. Ils sont fiers de dire qu'ils ont 84 ans parce qu'il y a plein des gens de leur famille qui n'ont pas eu la moitié de cet âge-là. Et donc, le regret est dans les mauvais choix de vie. Le regret est dans avoir amputé des parties de toi-même qui viennent te hanter plus tard. Tu peux avoir des leçons de vie qui se transforment en réussite et t'as plus de regrets. Voilà. Si t'apprends Ça de ton devrait passé, s'arrêter là, en fait. tu changes le présent, tu réadaptes ton présent et t'as pas de regrets parce que tu comprends que ces mauvais choix-là t'ont aidé à recevoir les leçons de vie et la compréhension de toi-même nécessaires à vivre your best life à ce moment présent. Donc moi, je crois que c'est beaucoup lié à des mauvais choix de vie, à ne pas écouter notre voix intérieure, à tamiser Dieu en nous. C'est toute la raison même qui crée nos regrets. Donc pour toi, le regret, il est inutile quand tu as su prendre l'essence de la leçon dans le regret. C'est même pas qu'il est inutile, c'est qu'il est inexistant. Ok, il devrait être un... Mais il s'efface. Une fois que le regret est compris à sa racine, il est transformé. Ça devient une compréhension, ça devient un autre feeling. Ouais. Ce n'est plus du regret. Une nouvelle... Si tu sais que tu as du regret de ne pas avoir une bonne relation avec tes parents, prends le téléphone, appelle tes parents, change ta relation avec tes parents. Dans l'action. Direct. Tu n'auras plus de regret. Ouais. Tu vas réaliser, oh wow, pendant des années, j'avais juste besoin d'appeler puis de dire maman, je suis désolé, puis que là, t'es de retour à fêter Noël avec eux, à manger la meilleure soupe au monde, puis à recevoir toutes les histoires de tes grands-parents. Tout ça parce que t'as agi en conséquence au regret que tu avais. Ouais. Le regret n'est pas censé être là à long terme, tout comme la douleur. La douleur est censée être un apprentissage qui t'apprend la prudence. Le regret est censé être un apprentissage qui t'apprend à faire des bons choix. Et du coup, tu préfères les remords ou les regrets? Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Les regrets, c'est quand tu fais quelque chose et tu regrettes d'avoir fait quelque chose. Et les remords, c'est que tu as pas fait quelque chose. Ben, les deux, pour moi, agir mal ou ne pas agir ne devrait pas être. Donc, tous les deux ont la leçon de vie intrinsèque à l'intérieur. Le remords t'apprend à agir et le regret t'apprend à mieux agir. Et donc, les deux jouent leur rôle dans notre avancement de qui l'on est et de comment on choisit de vivre nos vies. Ok. Sur ce, nous allons changer. Tout. Du coup, interview internationale, point de vue doublé. C'est le petit avantage. On continue, donc enchanté. On s'est déjà rencontrés, mais je te resserre la main pour la suite de Grande cette dame au interview. pluriel. Donc, tu sembles croire au destin. Selon toi, comment est-ce que le destin et les choix interagissent? Je crois que le destin, c'est la réalité que le temps n'est pas linéaire et que tout ce qu'on doit expérimenter a déjà été expérimenté. Et les choix, en fait, c'est nous qui mettons en action cette destinée-là. C'est dur à expliquer, mais bon, c'est un peu de la métaphysique, c'est un peu de la mathématique quantique, où je crois que l'histoire est déjà écrite par les choix que l'on va faire, parce que l'univers, Dieu, connaît déjà les choix que l'on fera. Après, on écrit notre histoire, même si elle est déjà écrite. Un peu comme si on calquait sur une page transparente, mais c'est quand même nous qui écrivons l'histoire. Je crois que nos choix influencent notre destinée dans l'idée où nos choix vont révéler ce qui nous habite à l'intérieur de nous. Et donc il y aurait plusieurs réalités parallèles. Parce que c'est un peu ce qui est mis en avant dans la physique quantique, cette idée de... En fait, c'est comme si tous les choix que tu pourrais faire pourraient te mener à des vies différentes. Et toutes ces vies existent dans les faits, mais le choix que tu vas faire dans l'instant va te mener sur une vie plutôt que l'autre. Oui, mais le choix que tu feras est déjà connu de la mathématique suprême. D'accord, et donc, selon toi. Selon moi, exactement. Et donc, selon moi, oui, il y a toutes ces autres possibilités-là, mais elles sont pâles
comparé à la saturation complète du choix que toi, tu as choisi de faire dans ce metaverse complet. Après, ça, je dirais que c'est pas un endroit où j'ai beaucoup de connaissances. C'est un endroit où j'ai mes croyances à moi. Oui, donc, il y a d'autres thématiques que je sais des choses. Et il y a d'autres thématiques que je crois des choses. Mais moi, je crois justement que le temps n'est pas linéaire. Je crois que le rêve et que les déjà-vus sont des preuves qu'il y a... Des liens entre... Que c'est exactement. Qu'il y a des intersections entre les univers qui nous habitent, entre les dimensions qui nous habitent. Ok. Je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse, l'interaction entre le destin et les choix, parce que je trouve que parfois, avoir une vision du destin qui est trop établie, trop figée, ça enlève quelque peu notre responsabilité en tant qu'humain, ce que moi je trouve assez dangereux personnellement, parce que je trouve que effectivement il y a une destinée, il y a une temporalité, il y a quelque chose, la vie, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, t'apporte des expériences quand tu es prêt à les vivre, 100%. mais tu dois, toi en tant qu'humain, essayer toujours de devenir meilleur, de sortir de ta zone de confort, comme on disait tout à l'heure. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre de ta responsabilité à toi. Bien sûr. On peut tomber dans une passivité quand même assez rapidement. Moi, j'ai rencontré des personnes qui croyaient fermement au destin et qui, pour justifier leur manque de courage, disaient de toute façon, c'est ma destinée. Si ça devait pas se passer, ça se passe pas. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, moi, je suis d'accord. Ça aurait pu être différent. Je suis d'accord que t'es pas d'accord. Parce que, pour moi, la destinée démontrera que t'étais une merde. D'accord. Tout simplement. Et donc, si tu fais des choix de merde, ben c'était ta destinée à toi d'être un être humain malveillant, tu vois. Et donc, pour moi, c'est comme, des fois, il y a des choses qui sont mises en opposition qui ne le sont pas du tout. Un exemple simple entre la science et la Bible. La science va dire, il y a eu des milliers de météorites qui sont venus frapper sur la Terre, ça a créé une friction, puis pouf, ça fait l'étincelle de la vie. La Bible va dire qu'il y a eu des hordes d'anges qui ont forgé la terre et que la vie est née de ça. Après, un est décrit en métaphore, l'autre est décrit en science, mais c'est pas un contre l'autre. La Bible n'est pas contre le Big Bang. Le Big Bang existe dans la Bible. C'est pas la création ou l'évolution, c'est les deux en même temps. C'est la façon de relater qui c'est la façon de voir. Et moi, je le vois beaucoup comme ça. Tu as des gens à table, un qui va dire 5 plus 5 fait 10. Puis t'as l'autre qui dit, mais non, t'es donc ben con, c'est 40 divisé par 4 qui fait 10. Puis il dit, non, depuis des années, ma famille, on a prouvé que 5 plus 5 fait 10. Bon, regarde l'ignorant, il croit à des mensonges. Dans mon parti du monde, on le sait très bien que c'est 40 divisé par 4. Et pendant des heures, ils vont s'astiner quand ils ont pas compris qu'ils ont deux facettes d'une chose qui est tous les deux réels et qui peut être prouvé, tu vois. Et donc, c'est une histoire de point de vue, je pense. J'avais vu une vidéo que j'avais beaucoup appréciée sur les points de vue, qui disait une phrase toute simple. C'était Roman Frécinet, c'est un humoriste que j'aime beaucoup, qui est assez engagé. Qu'on connaît au Québec, qui a vécu au Québec aussi. Bah voilà. Ouais. Et lui, il parle des points de vue et il sort cette phrase, il dit en fait le principe d'un point de vue, c'est que quand on se déplace, il change. Pour moi, c'est exactement ça. Incroyable. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est peut-être que tu parles de la même chose, mais mets-toi là où est l'autre, mets-toi à sa place, fais preuve d'empathie, fais preuve de curiosité. Peut-être qu'en fait, tu comprendras pourquoi lui pense comme ça, tu vois. Et tu pourras accumuler des facettes. Tu sais, il y a un truc simple. Quand tu finis l'école, en anglais, ils disent que tu as un degré. C'est comme ça en français aussi. En anglais, c'est you have a degree. You have a degree. Mais la réalité est faite de 360 degrés. Donc, si tu es expert en seulement 1 degré, il te montre encore 359 degrés. Et c'est pour ça que tu vas avoir un dentiste qui, lui, a étudié son degré et il va te dire hey, le fluor, c'est important pour les dents. Puis qu'à côté, tu vas avoir quelqu'un qui a étudié le système nerveux qui dit hey, faut pas mettre de fluor dans ta bouche, ça va détruire ton système nerveux. Et donc, tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait le tour de la question avec tous les angles et toutes les facettes possibles, tu vas avoir une compréhension limitée de ce sujet-là. Et You only got 1 degree. only un Sur une les parcelle, tu le connais très bien, ce degré-là, à perfection. Mais en même temps, tu dois parler aux gens qui sont tes voisins et qui ont les degrés avoisinants pour t'aider à grandir la pointe de tarte de ta perspective du monde. Et ça revient avec les points de vue. Donc, imagine si tu es ici sur le cercle et que tu t'en vas 180 degrés et là, tu viens de
Et donc, c'est pour ça que quand on est dépaysé ou quand on va dans des endroits qu'on a des culture shocks, des chocs culturels, ça va faire grandir notre perspective du monde tellement rapidement. C'est parce qu'on là, on est dans un angle complètement différent de l'analyse de ce que nos vies devraient être. Donc pour toi, ça veut dire que l'expertise, si elle n'est pas mêlée à du partage, c'est une forme de fermeture d'esprit. 100%. C'est pour ça que c'est très important, même dans la science, ils t'apprennent à faire du cross-reference, des références multiples. S'il y a une seule personne qui a dit quelque chose, c'est pas encore prouvé. Il faut que tu aies plusieurs différentes choses qui pointent dans cette même direction-là pour avoir une idée approximative de qu'est-ce qui a lieu, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Même le journalisme fonctionne comme ça. Tu dois étudier les deux côtés de l'histoire, les deux côtés de la médaille. Sinon, tu prends parti dans l'histoire que tu racontes. Ouais, puis même pour pouvoir défendre un point de vue, il faut avoir des arguments pour contrer celui d'en face, tu vois. Donc tu dois le connaître. Tu dois le connaître, tu dois te mettre dans les pieds de l'autre. Est-ce que toi, tu as une phrase que tu te répètes tous les jours? Oui, c'est une phrase de remerciement. C'est pas une phrase qui est mot pour mot, mais c'est une phrase de tous les matins avant de toucher mon téléphone et tous les soirs, une fois que j'ai laissé mon téléphone, avant de rentrer dans le subconscient, je dis merci. Gratitude, merci. J'énumère. Je prends 1 minute de remerciement à remercier l'ensemble des choses que j'ai envie de célébrer pendant ce jour-là. Autant des choses intemporelles, comme l'oxygène, que des choses très spécifiques, comme d'avoir été interviewé par 2 femmes intelligentes à Genève, tu vois. Ça, c'est des choses que je mets à chaque fois que je me lève le matin avant de retomber dans ma routine. Et même chose quand ma journée se termine, je dis merci. Merci, merci, merci. Et je fais ma liste de remerciements des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. C'est magnifique. On devrait tous faire ça. Ça permet de mieux identifier la valeur des choses, 100%, la chance qu'on a. 100%. Et ce qu'on peut repartager ensuite, en plus. Tu vois, ça, c'est une chose que j'ai trouvé incroyable. Quand je suis arrivé en Ouganda, ils ont un projet qui s'appelle Breakdance Project Uganda. Puis eux, ils donnaient des cours de breakdance gratuitement à une centaine de jeunes de tous les âges. Et à la fin, que la partie physique est terminée, ils faisaient un rassemblement de groupes. Et là, c'était 1 demi-heure de gratitude. Et les gens lèvent la main et ils disent « Hey, moi, je suis très reconnaissant. J'ai pas mangé aujourd'hui, mais mon ami Stéphane avait 2 bananes. Et avant qu'on commence à danser, il m'a partagé 1 de ces bananes. OK, cool. Ah, moi, je suis très reconnaissant parce que ma mère, elle voulait pas me laisser venir danser vu que je suis trop jeune, mais mon grand frère m'a dit qu'elle allait m'accompagner aujourd'hui, fait que j'ai pu venir danser vu que mon frère avait fini ses devoirs. Et donc là, t'as une liste de gens que ça devient une habitude pour eux de dire merci. Je pleurais à chaudes larmes. On n'a pas ça dans nos sociétés à nous. Non, nous, on se plaint. Ouais. On va rencontrer nos amis, on va faire une liste des choses pourquoi on va se plaindre. Ah, je suis tellement tanné, là. Le gars qui préparait mon shish taouk, il a mis du ketchup, puis j'en voulais pas. Puis là, je suis arrivé, puis il y a un stupide qui m'a barré la route pour que je rentre dans le métro. Fait que j'ai raté le métro. Puis là, il fait froid. Et donc, nous, en Amérique du Nord et en Europe, on va faire des listes de complaintes plutôt que de faire des listes de gratitude. Et donc, ça, je trouve, c'est une chose qui est très importante de transformer dans nos états d'esprit. Et on est très ingrat. On est très ingrat dans nos vies. Dans notre confort. Le confort amène l'ingratitude. Et donc, c'est une des autres raisons pourquoi c'est important de se permettre d'être inconfortable parfois pour pouvoir reconnaître l'ensemble des choses qui nous rendent confortables. Exactement. Ouais, et puis autant on soulève beaucoup le négatif, autant je trouve qu'on a de la difficulté vraiment avec la gratitude, aussi parce qu'il y a un mindset en Europe, en tout cas en Suisse, en France, je trouve, de vouloir être le seul responsable du bien qui nous arrive. Avoir beaucoup de peine aussi, je trouve, à reconnaître que non, tu n'y es pas arrivé tout seul en réalité. Arrête, observe un peu qui fait partie de ta vie, qui construit ton être, et tu es jamais tout seul. Et je trouve, notamment dans le rap français, il y a beaucoup, francophone, excuse-moi, il y a beaucoup cette envie, cette tendance de dire, moi, je me suis fait tout seul. C'est jamais vrai. Pour moi, ça, c'est une phrase qui est jamais vraie. Je comprends ce que ça veut dire. Ça, c'est peut-être un besoin de reconnaissance pour le courage ou les galères qu'on a pu rencontrer sur notre parcours. 100%. Mais par contre, je pense que c'est un gros manque de reconnaissance à tous les petits travailleurs de l'ombre qui, 100%. Finalement, sont toujours 100%. Là, quand même.
Et tous les gens qui ont ouvert les portes avant, tous les gens qui ont fait en sorte que ce style musical-là existe, tous les gens qui ont fait les entrevues, tous les gens qui ont stream ta musique, tous les gens qui ont acheté un billet de concert, tous les gens qui t'ont amené au studio parce que t'avais pas de voiture, tout ça. Et moi, je crois qu'il y a un mot en anglais que j'ai pas réussi à trouver en français, mais entitlement. Les gens croient que les choses leur sont dues. Et donc, ils sont pas reconnaissants pour l'électricité parce que eux vivent dans un monde que l'électricité, elle t'est due. Les gens ne sont pas reconnaissants pour avoir un repas chaud parce qu'ils considèrent qu'un repas chaud, ça leur est dû. Et donc, ça, c'est très problématique, c'est très glissant comme pente. Et c'est ça qui fait que moi, dans le monde, sans tomber dans le racisme, j'ai beaucoup de difficultés avec l'idée de l'identité parisienne, entre autres. L'identité parisienne, c'est le centre du monde. Ouais. Et tout leur est dû. Et ça, je trouve ça très difficile. Même quand tu voyages, même quand tu arrives en Afrique, ils gardent la mentalité que le confort qu'ils ont à Paris leur est dû à Kampala, puis à Kigali, puis à Mexico. Ce qui ne fait aucun sens au final. À Phnom Penh, puis que leur standard de nourriture, que leur standard de douche, que leur standard leur est dû partout où ils vont. Et ça, je trouve ça difficile. Et c'est pas que Paris, c'est l'Occident global. Mais je crois que Paris est un exemple clair de ce mal-être-là où on croit que les choses nous sont dues. Ouais, et ça bloque complètement la curiosité parce que du coup, je trouve que cette mentalité-là fait que tu te comportes comme si tu étais chez toi ailleurs. Donc, à la place de puiser et apprendre ce que tu pourrais emmagasiner, t'es là en train d'essayer de ramener tes bagages avec toi, qui sont pas si beaux que ça d'ailleurs, tes bagages, donc laisse-les là-bas. On le voyait par les interventions de Macron, là. Ouais, c'est Macron, une catastrophe. tu vois, il continue de dire, mais attends, tu vois, il est placé dans l'idée que l'obéissance et le colon est dû à la France. Mais je trouve que c'est flagrant à quel point on voit dans cette intervention-là, à quel point pour lui, il pense réellement que c'est une chance. Et donc là, tu vois à quel point il s'est pas intéressé. Miseducation. Qu'il est méséduqué, qu'il est programmé par son statut de classe, par son statut intellectuel, qu'il connaît pas les perspectives du monde, qu'il a aucune idée de comment les gens vivent. C'est ça. Ouais. Et ça rend l'échange ridicule. Vraiment. C'est pas plus mal en vrai qu'il y a eu cet échange comme ça. Non, c'est très bien. Ça rend visible à tout le monde. La néocolonisation est visible de tous. Exactement. Et ça choque. Et ce qui choque fait parler. Alors heureusement. Parfois, faut passer par ça, malheureusement. Mais bon. Dans Raisin Bread, justement, tu dis la vraie substance pleine de nuances, prendre des risques avec prudence. Qu'est-ce que tu penses des extrêmes? Je crois que c'est dangereux de choisir un extrême, mais souvent la divinité se cache dans les deux extrêmes embrassés simultanément. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être hyper confiant ou d'être hyper humble, mais c'est d'être les deux en même temps. Donc, d'avoir une confiance divine à toute épreuve, mais une humilité invincible simultanément. C'est pas de croire que tu es tout-puissant ou de croire que c'est Dieu qui est tout-puissant, mais c'est de comprendre que grâce à la tout-puissance de l'univers qui t'habite, tu es toi aussi tout-puissant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, dans ces extrêmes-là, c'est là où on se retrouve. On se retrouve dans l'idée que lorsqu'on se débalance d'un côté de l'extrême, on fait pencher l'ensemble de la balance de l'univers. Moi, je préfère avoir des racistes qui me disent qu'ils sont racistes et qui m'expliquent leur manière de penser. Comme ça, tu le sais. Tu peux avoir une conversation. C'est pas dans l'hypocrisie. Tu peux voir quel est le cheminement idéologique, quels sont les mensonges, quels sont les traumatismes qui vont créer ce genre... Cette haine. Exactement. Et c'est peut-être comme ça que tu peux mieux la combattre de nouveau. Tu vois? Exactement. Ou la guérir. Ou la guérir. Ouais. Sans la combattre. Juste, souvent, les gens ont juste besoin d'être entendus et d'être compris. Donc, si t'es comme, hey, fuck you, ils vont continuer à croire que leur position est valable parce qu'elle est réactionnaire à ta haine, à toi qu'elle a créée. Si tu dis, je vais pas t'haïr, je vais quand même te donner un câlin, tu souffres beaucoup, mon ami, c'est correct, il y a un changement qui se fait chez la personne. Puis que là, si cette personne-là a détesté les Maghérébiens toute sa vie, puis que là, il y a un Maghrébin qui lui donne un câlin, puis qui lui donne un plat de nourriture chaud, dans sa tête, il pourra plus continuer de croire que son mensonge est vrai. Il va devoir réhumaniser
ce qui l'a démonisé toute sa vie. Je pense que ça peut être extrêmement difficile parfois, ça demande beaucoup de force et de courage parce que pour moi, pour demander par exemple à une personne racisée qui a souffert de ça, de devoir faire preuve d'amour et de tolérance en face de quelqu'un de raciste, c'est... Ah, puis moi, je ne demande pas à ces personnes-là de le faire. Non, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être une manière de soigner certains traumatismes. Après, je pense que chacun est responsable aussi de se soigner soi-même sans forcément qu'il y ait des moves de l'extérieur. Et c'est pas tout le monde qui a la mission de changer le monde, tu vois. Non, bien sûr. Mais après, l'empathie, elle fait jamais de mal. Jamais, jamais. Et aussi, je pense qu'aussi pour la personne concernée, si quelqu'un s'est fait insulter, de comprendre qu'en fait, la raison pour laquelle l'autre personne en face t'a insulté, c'est pas parce qu'il te déteste toi, c'est qu'il déteste une partie qui fait écho en lui de nouveau. Tu vois ? Exact. Et donc ça aide tout le monde de faire preuve d'empathie. Sûrement une des expériences les plus folles de ma vie, c'est encore là dans le Uganda Breakdance Project, ce même projet-là qui donne des cours de breakdance en Ouganda, dans le même crew de breakdance, dans la même équipe. Il y avait un enfant soldat qui a tranché la main et le nez de son collègue qui est dans son même crew maintenant. Et ils ont fait la paix ensemble. Ils sont dans le même collectif. C'est lui en face qui lui a tranché la main et tranché le nez. Il est marqué à vie. Et il a su pardonner. Parce qu'il a su que lui aussi était victime. Que le petit qui était là, qui était drogué, il était brainwashé par les généraux des armées et que il était déshumanisé. C'est dingue, hein? Et donc, oui, c'est difficile vivre la vie qu'on vit, mais ce n'est pas impossible de la vivre. Ce n'est pas impossible d'être le processus alchimique du changement. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais c'est admirable, vraiment. 100%. Ouais. Fort. Dans L'Autruche blanche, tu dis... Je suis pas partisan que tu pleures pour l'Ukraine, mais pas pour le Congo, pas l'Haïti, pas la Palestine. Pour moi, ça sonne faux. Déjà, on est tout à fait d'accord avec cette phrase, cette forme d'hypocrisie. Il semblerait que le moteur de cette empathie, du coup, ce soit pas l'humanité, parce que sinon, c'est pas logique. Autrement, elle serait sans frontières, cette humanité-là, excuse-moi. Ouais. Donc, selon toi, qu'est-ce qui en est le moteur? Je crois que c'est l'humanité qui est le moteur, mais c'est que certains humains sont déshumanisés aux yeux de d'autres. Et donc, pour certaines personnes, l'être humain blanc est plus humain que les autres êtres humains de la planète. Et donc, en ayant de l'empathie pour les humains, tu vas être plus empathique pour les Blancs que pour les Asiatiques, les Noirs ou les Latinos, ou les Arabes, ou peu importe. C'est ça la problématique. La problématique, c'est que pendant des années, les médias et Hollywood ont déshumanisé une partie de notre humanité. Complètement. Et donc, il y a des hiérarchies qui ont été créées entre êtres humains qui fait en sorte que c'est pas toutes les vies qui ont la même valeur. Et donc, naturellement, est-ce que tu sauves un Ukrainien ou 20 migrants du Togo sur un bateau en Méditerranée? Tu vas sauver un Ukrainien parce que sa vie vaut 400 vies africaines, tu vois, dans la mentalité de la miseducation de ces gens-là qui ne connaissent rien à la vie et qui ont été manipulés pour détester l'autre, divisés pour mieux régner. C'est ça la problématique. La problématique, à l'époque, dans une de mes chansons, je dis « Merci la science pour vos avancements », mais dans la science, il y a un débalancement qui a justifié l'esclavagisme pendant 400 ans. Ouais. Je veux dire, c'est même pas un mensonge. C'est même pas des conspirations, là. À l'époque, il y avait des scientifiques qui disaient que les Noirs étaient 3/5 d'êtres humains, qui n'étaient pas des êtres humains complets. Et donc, ils arrivent à créer des archétypes mentaux pour démoniser certaines parties de notre famille humaine. Ouais, et au profit souvent quand même de l'économie. Parce qu'au final... Même la science, on sait à quel point elle est influencée par l'économie. Le fait d'avoir dit que le tabac était bon pour la santé pendant un certain temps. Le fait que le racisme, de base, c'est un outil colonial aussi. Oui, 100%. Il y a toutes ces choses-là qui entrent en compte, qui fait que... En fait, mais c'est comme tout. Si la science est un outil humain, l'humain, il utilise les outils comme ça l'arrange. Donc 100%. Final, 100%. Il faut garder et tu vois, il y a une image, comme on parle en image, il y a une image, moi, qui m'a beaucoup parlé. Il y a un film qui s'appelle La montagne sacrée de Alejandro Jodorowsky, qui est un film lourd, mais incroyablement puissant. Et à un moment donné, il visite
la plantation militaire. Et donc, avant même qu'il arrive, tu sais qu'il s'en va vers la plantation militaire. Et quand tu arrives, évidemment, tu penses que tu vas voir des tanks, des chars d'assaut, des gens qui se pratiquent à tirer, des trucs comme ça. Donne-moi 4000 push-ups, ce genre d'idée-là. Et quand tu arrives, c'est une garderie avec de la musique douce. Et c'est la femme qui explique, dans la garderie, dit, on sait qu'il y a des puits de pétrole au Pérou. Et donc, nous, on s'est créé un plan sur 20 ans. Dans 20 ans, on veut envahir le Pérou. Et donc, ils ont créé tous des jeux pour les enfants basés pour démoniser le Pérou. Et donc, ils jouent aux cowboys et aux Indiens, mais les Indiens sont sur des lamas, habillés avec les habits traditionnels quechua des Péruviens. Ils jouent à un jeu où c'est un truc de d'art, où c'est la face d'un Inca. Ils jouent... Et donc, tout est déjà mis dans la culture pour préparer pendant 20 ans à déshumaniser la population. Bien sûr. Comme ça, lorsque on tuera cette population-là, les gens n'auront plus une empathie et une réticence à mettre de l'avant ces projets économico-politiques de merde. Ce qui est fait en Israël, ce qui a été fait aussi avec les populations autochtones, les Amérindiens, le aux Congo, l'Afrique au complet, aux États-Unis, ouais, tout ça, c'est la même continuité de cette capacité-là à démoniser et à déshumaniser certaines régions du monde pour aller les néocoloniser, en fait. Merci. Je pense connaître la réponse parce que tu parles beaucoup tu prônes l'inconfort, mais c'est une question qui est proche, mais qui est pas tout à fait, qui veut pas forcément dire la même chose. Est-ce que tu penses qu'on apprend mieux dans la douleur? C'est une bonne question. Mieux, je sais pas. Plus, je pense qu'on apprend plus dans la douleur. Je crois qu'on apprend par la douleur, mais que la douleur va s'intensifier si on choisit de ne pas apprendre. Intéressant. Magnifique, merci. Dans Nos vieux jours, tu dis « T'es moins déçu si t'as peu d'attentes, donc on attend patiemment, construisant notre paradis apparemment. » Explique-nous cette phrase. Je trouve qu'il y a un truc aussi rigolo dans l'idée de me contredire moi-même. Et donc, je dis « C'est mieux être sans attente, donc on attend. » Ouais, dans cette idée-là, moi, je trouvais ça drôle de jouer un peu avec l'auditeur, puis de lui dire « On est rempli de contradictions. » Même si je dis c'est important d'être humble, je manque d'humilité dans plein de parties de ma vie. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'attentes. Je suis quelqu'un qui, toute ma vie, j'ai senti que j'étais sous-aimé pour mon niveau de talent, mon niveau d'investissement, mon niveau de dévotion. Et donc, beaucoup des chansons que je crée me parlent à moi-même. C'est des mantras où je me donne des leçons de vie à moi-même et pas à personne d'autre que moi, tu vois. Quand je dis... Ben, c'est un peu ça. C'est que toute ma vie, j'aurais voulu être entendu. J'aurais voulu que mes textes, que ma vision du monde soit comprise et reçue par des grandes masses de gens. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Donc, j'attends patiemment. Je continue à faire ma route. Je continue à focusser sur ce qui compte vraiment. Ma popularité n'est pas le focus. Malgré que mon petit ego est froissé de ne pas être aussi populaire que certains de mes amis, ça n'a jamais été le focus. Ça n'a jamais été la priorité. Donc, je remets ça entre les mains de Dieu. Je fais mon parcours. Je continue à focuser sur les choses qui comptent. La bienveillance, le courage, la productivité, l'humilité, la générosité. Puis, le reste viendra. Tu vois, un de mes albums, j'ai sorti 4 albums en 2024 et j'en sors 5 en 2025. Et un des albums que je sors en 2025 s'appelle L'éphémérité. Mais c'est un jeu de mots avec l'effet mérité. Et je proclame que parfois, l'éphémérité, c'est l'effet mérité. Lorsque tu es faux, lorsque tu joues un rôle, lorsque tu es dans les vices plutôt que dans les vertus, ça va s'effriter rapidement. Et donc, moi, sachant ça, je ne vais pas chercher la popularité rapide, je vais chercher à ancrer l'ensemble de mon héritage culturel, l'ensemble de mes peintures, l'ensemble de ma musique dans la bienveillance, dans la patience, dans la générosité, dans l'empathie. Et je trouve intéressant parce que c'est comme si tu voyais l'équilibre pas dans la moyenne ou le juste milieu, mais dans l'harmonie des extrêmes. Et ce qui est assez humain en fait comme manière de voir les choses. Donc je pense. C'est intéressant. Du coup, on en parlait. On n'est pas parfait, on véhicule, on tend à quelque chose, mais parfois on est rattrapé par d'autres. Comment est-ce que toi, tu cohabites avec l'ego? Pour moi, l'ego n'est pas une chose méchante. Certains disent « Ah, faut tuer l'ego ». Non, moi, je crois pas ça. L'ego, c'est le jeu. L'ego, c'est ma personne. Les gens associent l'ego à l'orgueil. L'orgueil, ça, c'est mal. L'orgueil, ça, il faut le combattre. Il ne faut pas être orgueilleux. Mais avoir un ego n'est pas foncièrement mal. L'ego, c'est le jeu.
Je dis dans une chanson, remplace le je par le nous et nous ne serons plus à genoux. Ouais. Et donc, je pense que si tu comprends que ton ego est interdépendant de tout ce qui t'entoure et le je n'est pas limité à ton corps et à ton individu, ton ego peut être lié à ta tribu, à ta famille, à ton people, tu vois. Donc, l'ego n'est pas nécessairement un problème, mais c'est qu'on a des égos démesurés, on a des égos empoisonnés, on a des égos remplis d'orgueil, remplis de miseducation, remplis d'avarisme, remplis d'insécurité. Et ça devient problématique. Pour toi, c'est l'image de soi, l'ego? Non, c'est pas l'image de soi, c'est le soi. C'est le soi. L'ego, c'est le soi. C'est être. Être l'ego, c'est le je. Donc voilà. Donc moi, c'est comme ça que je gère mon ego. Je sais que il y a des gens qui aiment mieux quand la lumière est tamisée. Donc je mets mon petit ami des fois sur ma lumière, puis je parle moins fort, puis je laisse plus la place à d'autres, puis j'écoute plus. Mais ça veut pas dire que je brille pas de manière incroyable. Ça veut juste dire que là, c'est pas mon moment, que certaines personnes sont inconfortables avec ma lumière, donc je tamise un peu. Mais je suis chanceux de briller autant que je brille. Faut juste que je sache quand est-ce que c'est mon moment où là, je peux briller sans filtre et à quel moment je dois un peu filtrer la situation pour ne pas empiéter sur la lumière des autres. À la base, on ne devrait pas filtrer notre lumière. On devrait être confortable à ce que l'on brille tous sans filtre. Mais la réalité n'est pas celle-là. Et comme j'aime les gens qui m'entourent, j'ai dû apprendre à respecter leurs limites aussi et à me dire, OK, cette personne-là perçoit ma lumière comme de la prétention. Il y a sûrement une partie de vérité, donc je vais retravailler cette partie-là de prétention. Mais il y a aussi une partie qui provient de ses insécurités. Et ça, je vais lui laisser à cette personne-là travailler ses insécurités. Et moi, je vais continuer de briller et de purifier cette lumière-là, purifier cet ego-là et le laisser briller librement. C'est mon ego qui fait que je fais 4 albums par année. C'est mon ego qui fait que je peins des murales à travers le monde. C'est mon ego qui fait que je veux peindre une murale de 8 étages plutôt qu'une toile d'1 mètre par 1 mètre. C'est mon ego qui crée mes ambitions. Les ambitions ne sont pas foncièrement mauvaises s'ils sont harmonisés avec d'autres valeurs plus importantes que l'ego. Donc, c'est comme ça que je gère ma mégalomanie créative. Un ego travaillé et empathique peut devenir... Inch'Allah. Une lumière. Ouais, exactement. D'accord, c'est intéressant. Juste avant de clôturer l'interview, moi, je trouve qu'on a eu beaucoup d'échanges, que tu as eu tout à l'heure beaucoup d'échanges aussi, sur l'importance d'être soi-même, de se réaliser en tant qu'individu, d'embrasser notre originalité, notre nature. Et je trouve que tu en parles avec beaucoup d'intelligence, de sagesse, je trouve très intéressant. Est-ce que si tu devais donner un guide simple pour les nouveaux utilisateurs de cette envie-là, en 3 étapes, comment est-ce que tu dirais qu'on devient soi? Wow! Honnêtement, je suis pas certain. Je pense qu'on a déjà touché les idées de courage, d'acceptance. Ces idées-là, évidemment, pour moi, c'est la base même. Mais de manière pragmatique, je sais pas. En fait, c'est comme si moi, j'ai jamais eu besoin d'essayer de devenir moi-même parce que j'ai jamais amputé qui j'étais. Donc tu saurais pas forcément l'expliquer? Je saurais pas nécessairement comment expliquer à quelqu'un comment refaire pousser la partie qu'il a amputée. Mais je peux aider les jeunes à considérer ne jamais amputer une partie de eux. Je le dis à tous les gens qui me permettent d'être leur mentor, que même si tu ne deviens pas un artiste professionnel, l'art sera la plus grande magie dans ta vie. Ça va te donner ton charisme. Même si tu deviens ambulancier, si tu es un ambulancier créatif, tu vas être le meilleur de ta profession. Si tu es un coiffeur créatif, tu vas être le meilleur de ta profession. Si tu es une maman au foyer créative, tu vas être la meilleure de ta profession. Et donc, tu n'as pas besoin d'être artiste professionnel pour que la créativité habite tes journées. Et moi, je crois que cette créativité-là est la chose que l'on ampute souvent dans nos vies modernes. Peut-être que je dirais le processus de réapprendre à se connaître et de choisir une passion et de choisir un médium artistique et d'accepter d'être vulnérable par une nouvelle activité.
ça va faire ressortir des parties de toi que tu ne connaissais pas. Ta persévérance, tes insécurités, tout ça va ressortir par la difficulté que cette nouvelle tâche, que cette nouvelle vision-là, que ces nouveaux objectifs-là vont t'apporter. Ne pas s'entourer de yes men. Ne pas s'entourer de gens qui disent oui à tout. C'est important d'avoir des gens qui sont autour de nous, qui sont assez bienveillants pour nous dire nos 4 vérités de manière bienveillante, pour notre bien à nous, pas pour leur bien à eux. Je crois que d'avoir un entourage qui est bienveillant envers nous va nous aider à mieux se connaître et à connaître des parties de nous qu'on ne peut pas voir seul. Mais de le mettre en étape, pour moi, c'est un peu difficile. Donc, je vais répondre de cette manière-là. Si je peux résumer, moi, je comprends ça comme... donc, essayer de trouver un média créatif pour faire ressortir qui l'on est, parce que l'art sert à ça à la base. C'est un miroir clair, ouais. Être bien entouré, pour refléter les parties de nous-mêmes qui échappent à notre propre analyse. 100%. Et comme on a dit tout à l'heure, l'importance de sortir de la zone de confort, de tenter Exactement. des choses, prendre de vivre des risques, prendre des risques, combattre nos peurs. Et ça permettra aussi simplement de... pour savoir ce qui nous plaît, il faut déjà qu'on ait l'étalage devant nous des choix. Donc ça passe que par le fait de vivre et d'expérimenter différentes choses pour savoir ce qui nous convient le mieux. Il y a un truc qui m'a beaucoup motivé, qui m'a beaucoup aidé à faire ce genre de décision. L'an passé, on m'a demandé l'an passé, il y a 3 ans, de faire la cérémonie de clôture pour l'exposition de Salvador Dali dans le Vieux-Port de Montréal. Et à la dernière minute, ils m'ont annoncé qu'il fallait la passe vaccinale pour accéder à mon truc. OK. Et moi, ça, j'étais contre ça. Après, les gens peuvent se faire vacciner ou peuvent ne pas se faire vacciner. On devrait tous avoir le choix. Mais d'être ségrégés par nos choix médicaux, ça, je suis complètement contre. Et j'ai beaucoup médité, beaucoup prié sur comment moi, je vais vivre mon unicité là-dedans. Comment je ne vais pas amputer ma vision des choses pour ce statut-là. Hey, wow, je suis dans un nouveau musée, des curateurs d'envergure. Faut pas que je gâche l'opportunité. J'ai choisi de gâcher l'opportunité. Et gâcher l'opportunité a été le plus grand tremplin de ma carrière à vie. Et ça m'a fait réaliser à quel point on doit faire confiance à prendre des risques. T'entourer soi-même. J'ai choisi de vandaliser le musée. OK. Sur environ 20 mètres, j'ai écrit « Ensemble » sur les vitres, sur la vitrine. Et donc, les gens à l'extérieur savaient que j'étais avec eux. Magnifique. Et c'est incroyable. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai fait un discours sur le fait... J'ai détruit la toile que j'avais fait aussi. Donc, j'ai détruit une partie du musée, mais j'ai aussi détruit ma propriété à moi pour dire que c'était pas que les autres qui devaient payer pour mes idées. Je vais moi-même sacrifier quelque chose que j'aime énormément. Et le lendemain, j'ai reçu un email du curateur et du gérant qui ont dit qu'en 20 ans, ils n'ont pas rencontré un artiste aussi inspirant que moi. Et qu'il me prêtait 3 œuvres originales de Salvador Dali pour mon show solo qui avait lieu le week-end suivant. Exceptionnel. Et donc, des fois, il y a plus de gens qui pensent comme nous qu'on ne le croit, mais qu'il faut que quelqu'un soit le vecteur pour rendre visible cette philosophie-là. Complètement. Et donc, de combattre ses peurs et de faire le leap of faith, souvent, va nous donner le pouvoir réel qui nous habite, plutôt que de le garder condensé en nous. C'est tellement un bel exemple d'à quel point c'est beau et c'est riche d'être soi-même. Et c'est ça qui de va faire nous le rapporter risque d'être soi-même, ouais, exactement. De prendre le risque d'être soi-même, exactement. Magnifique. On va clôturer l'interview par ton outro. On n'a pas forcément de questions, on a juste aimé une phase et on voulait la partager avec tout le monde. Bien. On aime bien faire ça. Très bien. Dans l'apercevoir, tu dis, il y a une différence évidente entre le talent et le génie. Peux-tu l'apercevoir? Dis-moi. Le talent atteint sa cible que personne n'atteindra. Le génie atteint la cible que personne n'aperçoit. Ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est la suite parfaite de ce que je viens de partager. Il y a des gens qui vont « Waouh, la cible, c'est là! » Puis c'est la seule personne qui peut atteindre la cible. Puis après, t'as quelqu'un d'autre qui regarde complètement à côté. Puis genre « Il est un peu fou, ce gars-là. Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Puis il atteint quelque chose qui, parce qu'il y avait des nuages, tu voyais pas, mais que lui, il le savait qu'il y avait une cible qui était là. Pour moi, c'est ça, cette quote-là. C'est très valable de développer la technique pour faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, mais c'est encore plus valable de développer la vision pour faire apparaître une réalité existante que les autres ne voient pas. Ne connaissent pas. Ne voient pas. Magnifique. Génial. Merci beaucoup.
Gratitude. Tout. Plein d'amour. Magnifique. On est ensemble. Bon, ça risque de te vexer qu'on te demande ça, mais sur combien de questions est-ce que tu nous as menti? Aucune. Je vous ai menti sur aucune. Après, je pense qu'il n'y a aucune de mes réponses qui était complète. Parce que mes réponses sont que la vérité de ma perspective limitée. Si on me posait ces mêmes questions-là dans 10 ans, il y aurait sûrement des nouveaux éléments qui habiteraient mes réponses. Je n'ai pas menti parce que je n'ai pas été malhonnête, parce que je n'ai pas caché ou je n'ai pas manipulé aucune des réponses. Mais en même temps, mes réponses sont toutes subjectives. Qu'est-ce que tu préfères dans ta ville? Les gens qui y habitent. Simple. Est-ce qu'il y a une question, toi, que tu trouverais intéressant qu'on pose dans ce format? Moi, je poserais la question de chaque invité, leur relation à la mort. Je trouve que la relation à la mort est très révélatrice de la relation à la vie. Comment tu perçois la mort, ta peur de la mort, ton anticipation, les gens chers que tu as perdus, ta relation au deuil sont très révélatrices. Mais je dois être honnête, l'entrevue que vous avez faite est dans mes entrevues favoris de 2024. Votre entrevue est remplie d'âme, est remplie de recherches honnêtes et de désir réel de comprendre mon parcours. Vous avez été dans ce qui m'est le plus cher pour apprendre à me connaître, qui est mes publications artistiques. Et donc, naturellement, je réponds à tes questions parce que je joue le jeu, mais je n'ai pas la prétention de dire que je changerais quoi que ce soit à vos entrevues. Je crois que vos entrevues sont magiques et magnifiques comme elles le sont en ce moment. Merci. Et donc, j'aurais rien changé. Hein. Et pour finir, à qui est-ce que tu aimerais faire un big up aujourd'hui? J'aimerais faire... Je peux en faire plus qu'un? Bien sûr. Okay. J'aimerais y aller en ordre de priorité au divin. Je donne un big up au divin. Ma capacité ou mon désir ou mon obligation de remercier les bénédictions qui m'entourent, qui se multiplient à vue d'œil, c'est là où je remets la dédicace, l'univers qui m'embrasse et qui me berce avec autant de générosité. Et ça découle dans ma relation amicale avec Rox, qui a pris soin de me présenter les gens les plus importants et les plus valables dans son expérience de Genève. Il a pris le temps de faire une sélection des gens incontournables avec qui je devais m'asseoir, parler, faire de la musique, faire de la peinture et ainsi de suite. Donc, ça inclut vous deux qui êtes ici, de dire que cette bénédiction divine-là découle des bonnes intentions de Rox qui m'a apporté sur un plateau à vous et de vos intentions et de votre capacité de voir Dieu en moi, de voir la substance en moi et de choisir de le présenter à votre communauté. Pour moi, c'est une équation magique qui me permet de continuer de me sentir en vie, de me sentir utile et de me sentir exactement là où je devrais être. Donc, c'est ça mon shout-out. C'est magnifique. Trop bien, vraiment, super intéressant. On dit des belles choses, des choses vraiment importantes. Je trouve ça incroyable de se faire réanalyser ces textes. C'est dingue, hein? C'est tellement... Ça me fait... C'est comme une célébration. C'est comme si je me trouvais vraiment bon. Sans tomber dans l'ego, là. C'est comme tu relis les trucs, je suis comme, waouh, elle est belle cette image-là. Waouh, c'est beau. Puis, tu sais, souvent, c'est tellement plein d'images compilées que tu as l'impression que les images se perdent un peu, mais lorsque tu les isoles et que tu les ressors, tu réalises que, waouh, c'est beau ces images-là, c'est cool ce qu'on arrive à faire avec la poésie. C'est drôle parce que je me fais beaucoup reprocher d'être incompréhensible dans mon rap. Beaucoup de gens me disent que je suis perché, que je parle dans les nuages. Et donc, de réaliser que c'est pas le cas, c'est très révélateur, c'est très gratifiant même pour moi de réaliser que non, il y a des gens qui comprennent, qui arrivent à ressentir certains bouts des images que je crée. C'est très cool. Magnifique. Merci Rox, gros shout-out à Rox, effectivement. Et la vie, elle est faite de ça, c'est tellement important, les connexions et l'envie de partager, parce que si on voulait garder les choses qu'on apprécie ou les bons plans pour nous-mêmes, bah finalement tout ça n'existerait pas, donc on 100%. Est tout à fait à propos de ça. On est ensemble, la famille, plus d'empathie, plus de générosité, plus d'humilité, plus de courage. Un meilleur monde s'en vient si on le fait apparaître. Écoutez, appliquez. Entendez, faites preuve d'humilité, apprenez toujours, c'est important. C'était On dissèque le cœur avec Monkey. Vous êtes sur Arc et moi. Maintenons aussi cette connexion Genève-Montréal parce que c'est trop chouette. Enfin, Genève-Québec.
Et on espère pouvoir vous visiter une Oui, fois. bientôt, je ferai le rôle que Rox a fait et je vous présenterai le top 10 des artistes québécois que vous devrez interviewer à votre tour lorsque vous serez à Montréal, Inch'Allah, dans un futur proche. Merci beaucoup. Merci, on a hâte. On est ensemble! En off. Yeah! Big up! Merci.